Bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter sur ce diaporama le triage en traumatologie. On a rencontré ce problème. Voilà. On a rencontré ce problème pour un patient de 43 ans pour lequel il y a eu une explosion de bouteilles de gaz dans sa voiture, avec au bilan lésionnel en préhospitalier une hémodynamique qui globalement était normale. Il était eupnéique et Glasgow 15, et sur le bilan traumato, il y avait une fracture de l'humérus gauche, avec initialement décrit une plaie axillaire de petite taille, des coups périphériques qui étaient perçus, mais il y avait également une plaie délabrante au niveau de l'avant-bras gauche, et ce qui pouvait être un frein pour voir s'il y avait des trous au niveau du membre supérieur gauche. Au niveau des examens complémentaires qui ont été réalisés en préhospitalier, il y a eu un MOQ qui avait été réalisé qui montrait initialement une MOQ à 13,5 qui était recontrôlée à 14 et une FAST qui était absolument normale. Pas de signe, il n'y avait pas de traumatisme abdominal ni thoracique. Et nous, on reçoit l'appel sur la garde et au vu de l'état clinique du patient, on dit ok, on va le prendre à Percy en procédure Charlie. En gros, on a 3 types de classification pour les patients en traumatologie en préhospitalier. Alpha, globalement, c'est le patient qui est intubé, instable hémodynamiquement. Bravo, c'est le patient qui a un traumatisme pénétrant, qui reste stable, entre guillemets, après un remplissage. Et le Charlie, c'est un patient qui arrive au déchocage des urgences, et c'est les urgentistes qui le prennent en charge. Il arrive au déchocage aux urgences. Le patient est stable, donc globalement les constantes étaient semblables. Cependant, on se retrouve avec une absence de pouls distaux au niveau du membre supérieur gauche, avec une plaie axillaire initialement décrite comme de quelques centimètres, qui en fait était hémicirculaire, qui faisait environ 20 cm. Il y avait également de façon clinique une fracture de l'humérus qui était déplacée. Et quand on fait le body scan, sur le plan crânien, thoracique, abdominal, et au niveau du bassin, il n'y avait rien. Il y avait simplement une fracture au niveau de l'humérus gauche, avec une compression de l'artère axillaire. Et le membre était totalement en ischémie. Le problème de ce patient-là, c'est que sur le préhospitalier, avec la plaie délabrante qu'il avait au niveau de l'avant-bras, qui prenait tout l'avant-bras, les poux avaient sûrement été pris. Cependant, il y avait avec le bandage, etc., c'était compliqué. Sur la garde, c'était le seul jour où on n'avait pas de chirurgien vasculaire de disponible. Et le patient a été transféré dans les suites à la Pitié-Salpêtrière après moult coups de téléphone pour une prise en charge en urgence après 3 heures d'attente chez nous. Donc j'y vais, c'est bon exemple du truc. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir comment mieux orienter les patients en général, pas forcément en traumatologie, mais comment mieux les orienter de façon globale en repartant du triage initial et de l'évolution qu'on peut donner au triage actuel. Donc les questions qu'on s'est posées, c'est l'utilité d'un scanner dans n'importe quel CH pour faire une imagerie statuée sur le bilan lésionnel, envoyer directement dans un centre de référence ou un trauma center, ce qui est, on le verra après, mais ce qui est en ce moment fait et qui engendre des difficultés et des problèmes par ailleurs, et envoyer dans un trauma center en sachant qu'on n'aura pas forcément toutes les spécialités disponibles. Donc le problème qui s'est posé, c'est un problème de triage. Le triage, c'est quelque chose qui est assez ancien, qui remonte au chirurgien napoléonien, le docteur Larrey et le docteur Percy. Donc c'est le début du triage et de la médecine de l'avant, avec comme dogme historique, il faut toujours commencer par le plus sérieusement blessé. Globalement, eux, ils ont installé les fondements du triage en disant le mec qui est mort, globalement, on ne pourra pas le sauver, et le mec qu'on peut sauver, on essaye de faire le maximum. Et le tri a évolué sur les conflits. La photo que vous voyez en dessous, c'est une photo pendant la Seconde Guerre mondiale où ils commençaient à trier les patients avec des algorithmes, enfin qui n'étaient pas des algorithmes, mais des protocoles qui étaient assez simples.
Et donc, il y a une question sur le triage qui s'est posée dans la littérature scientifique, avec notamment le docteur Moll, qui est pédiatre en Hollande, qui expose trois phrases importantes sur le triage. C'est ce que j'ai ressorti sur les deux articles. C'est que le triage vise à déterminer la priorité clinique selon la présentation initiale du patient. L'objectif est de diminuer la morbimortalité, donc c'est une question de santé publique. Et le triage a pour but d'identifier les patients qui ont besoin de soins immédiats d'une part et de reconnaître les patients qui peuvent attendre en sécurité. C'est ce qu'on peut avoir dans un contexte de situation sanitaire exceptionnelle, où on trie les patients en noir, globalement ceux qui sont dépassés, en vert ceux qui peuvent attendre, et la frontière entre l'urgence absolue et l'urgence relative reste mince en fonction de l'appréciation du clinicien. Sur le triage en général, il y a deux situations, deux dogmes, mais une seule synthèse de tout ça. Dans l'activité quotidienne, il faut délivrer les meilleurs soins à chaque patient. Globalement, c'est ce qu'on fait aux urgences, c'est ce qu'on fait en réanimation, c'est ce qu'on fait partout. Et en situation de catastrophe, comme ce qu'on a pu voir par exemple au Bataclan, c'est de délivrer les meilleurs soins au plus grand nombre de personnes. Avec comme synthèse globale, c'est qu'il faut orienter le patient. Et l'orientation du patient reste primordiale, qu'importe les situations. Donc comment évaluer un patient polytraumatisé? Donc là, j'ai repris globalement une étude qui a été faite par le docteur Rio, qui est parisien, si je me rappelle, où en fait on reprend pas à pas comment évaluer un patient en préhospitalier. Et lui s'articule sur, comme les critères de Vittel, sur le patient, le traumatisme, les variables physiologiques, les lésions anatomiques et surtout les décisions thérapeutiques. Le patient, en préhospitalier, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, enfin qui en font, c'est extrêmement difficile de déterminer la physiologie du patient. Quand on arrive en EHPAD, globalement on n'a pas trop de surprises, même si parfois on peut en avoir. Quand on arrive dans un centre de jeunes, globalement on n'a pas trop de surprises non plus. Cependant, quand on se retrouve chez un patient polytraumatisé incarcéré dans une voiture, on n'a pas trop d'idées sur ses comorbidités, sur les traitements qu'il peut avoir, sur les limitations thérapeutiques qu'il peut avoir. Cependant, il y a deux choses dans l'étude de Taylor qui reviennent. C'est principalement l'âge qui est considéré comme un élément de gravité, avec cependant un poids statistique qui reste limité en préhospitalier et dans les échelles comme l'échelle d'Ascot aux États-Unis ou l'échelle TRIS. Donc l'Ascot est plutôt bien faite parce qu'il détermine 5 sous-groupes. Et le TRIS, en gros, il est plus ou moins de 55 ans. Point. Et un patient qui a 30 ans, donc globalement, on est plutôt content. Un patient qui en a 50, mais qui a une pathologie, on va dire, je sais pas, éthylique, tabagique, etc., il a une physiologie qui est moindre qu'un patient qui est globalement en bonne santé. Et les comorbidités, donc il faut pour évaluer la pathologie, les traitements et les limitations. Ça, c'est la courbe, pareil, de Taylor, où ils ont regardé la relation entre l'âge et la mortalité dans les traumatismes et les comorbidités qui apparaissent là sur votre droite. Donc, ils montrent que plus on avance dans l'âge, plus le taux de mortalité est élevé. Et sur les comorbidités, on remarque que l'âge en dessous de 64 ans est plutôt un facteur protecteur. Cependant, quand on a des patients qui sont diabétiques avec des complications cardiaques ou une immunodépression, on se rend compte que c'est des facteurs aggravants dans un contexte de polytraumatisme. Après, l'autre cas, c'est le traumatisme en général, qui est quelque chose qui est difficile à évaluer. Globalement, dans les études, ce qui ressort, c'est qu'ils font la distinction entre le traumatisme pénétrant et le traumatisme fermé. Et ils ne basent la définition du traumatisme violent uniquement sur les critères anamnestiques et la cinétique. Pareil, la cinétique, c'est assez difficile à évaluer, étant donné qu'en préhospitalier, je reste là-dessus, on n'a jamais véritablement une idée de la cinétique de l'accident. Des variables physiologiques qui jouent un rôle majeur sur la mortalité, le score de Glasgow avec un traumatisme crânien considéré comme grave avec un Glasgow inférieur à 8. Et certains se sont amusés à se dire que globalement, le score de Glasgow, on ne faisait pas l'ensemble et on pouvait ne s'intéresser qu'à la composante motrice.
la fonction circulatoire, avec une pression artérielle systolique inférieure à 65, c'est une pression artérielle moyenne, inférieure à 65 mm de mercure, avec une mortalité qui était supérieure à 74%. Une fonction ventilatoire, où la SpO2 a une relation donc, étroite avec la mortalité, sans forcément faire de gaz du sang, parce qu'en fait, il y a eu pendant un moment en préhospitalier des études qui ont montré qu'il fallait absolument une gazométrie dans les camions. Et certains, du fait du prix de la machine en préhospitalier, ont essayé de voir s'il y avait une relation entre simplement la SpO2 ou s'il fallait absolument faire une gazométrie au patient. Et ils ont mis en évidence que simplement le critère de saturation pouvait être suffisant pour estimer la mortalité. Ensuite, donc ça, il y a deux études, donc il y a le docteur Rio et le docteur Tisdale. Donc ça, c'est globalement ce que je vous ai expliqué sur les variables physiologiques, avec une mortalité qui est accrue pour les patients qui ont un Glasgow inférieur à 8, en particulier pour les patients qui ont un Glasgow à 3. Pareil pour la tension avec une pression artérielle systolique inférieure à 65 mm de mercure, et pareil pour la 7 inférieure à 80%. Les lésions anatomiques, toutes les lésions ne peuvent pas être intégrées dans le triage. Il y a eu différents scores qui ont été présents, on va dire. Notamment l'AIS et l'ISS, mais ça reste quelque chose de subjectif. Si on prend par exemple le score de l'AIS, qui est un score uniquement anatomique, on se rend compte qu'il y a traumatisme crânien, il y a marqué léger, mineur, modéré, moyen, fort, très fort. La différence entre fort et très fort, moi personnellement je ne la connais pas. Donc ça reste quelque chose de subjectif, et donc ça entraîne des approximations au niveau de la gravité des gens. La décision thérapeutique, donc ça c'est les critères de gravité selon les critères de Vittel, où en gros ils jugent comme grave un patient qui nécessite une ventilation invasive, une expansion boulimique supérieure à 1 litre, l'usage des catécholamines ou la mise en place d'une ceinture pelvienne. Ça, c'est des critères qui ont été décidés donc, sur les critères de Vittel, qui est une échelle qui a été faite en 2002, sans révision. Et c'est simplement des critères qui après ont été documentés bien avant la création du score, mais qui sont, je pense, aujourd'hui à réévaluer. L'évaluation, donc les principales causes de décès en préhospitalier, c'est dans 39% des cas le choc hémorragique avec une défaillance multiviscérale, soit causée par le choc hémorragique, soit secondaire à une autre pathologie. Et on peut voir donc, sur l'étude que je vais juste vous présenter après, qu'on a en préhospitalier principalement et un petit peu aux urgences, un retard de reconnaissance du choc hémorragique, un retard de prise en charge, parce que souvent c'est basé sur des choses qui sont indirectes, sauf le patient qui saigne qui a une amputation traumatique, où là, normalement, on peut passer de 3 côtés. Mais sur le début du préhospitalier, sur le début de la prise en charge, on peut avoir un retard. Donc ça, c'est une étude qui était basée sur l'erreur et comment faire. C'était une étude de qualité basée sur l'évaluation de l'erreur et pour voir globalement sur l'ensemble des causes, les causes évitables et les causes potentiellement évitables. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite entre 1998 et 2005. Il y avait 35 000 patients. Sur les 35 000 patients, il y avait 2000 patients qui sont décédés. La cause la plus fréquente, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était le choc hémorragique, la défaillance multiviscérale. Et si on prend l'ensemble des causes évitables, il y a eu 20 chocs hémorragiques qui sont passés un petit peu à côté, 14 défaillances multiviscérales où là on n'est pas passé à côté, et 8 causes d'arrêt cardio-respiratoire. Et donc on peut voir sur ce graphique que le délai d'instauration du traitement, il y a eu une erreur de 27 cas, donc environ 50% des patients qui avaient des causes évitables de mortalité, et une erreur diagnostique chez 6 patients, donc environ 12%. Donc l'objectif du triage, c'est juste une diapo pour se remémorer ce qui s'est passé avant, c'est orienter un patient blessé vers un centre approprié avec pour but de réduire la mortalité. Les critères de Vittel, c'est ce qui a fait un peu l'épopée de l'urgence. C'est un score qui a été créé en 2002 et en gros il fallait qu'on trouve un score de façon à ce que
Un médecin urgentiste ne se prenne pas trop la tête à 4 heures du matin sous une bâche d'essayer d'intuber un lieu. Les critères de Vittel, donc ça a été créé en 2002 par des médecins urgentistes. Il n'y a jamais eu de révision de ces critères. Et il y a pas eu de révision également concernant la stratification des centres. Entre le trauma center de type 1, de type 2, de type 3, il y a des nuances. Et on n'a pas de. Les critères de Vittel, du fait de l'absence de révision, n'ont pas été actualisés et mis à jour. Et sur l'étude du cas Signol, ils ont montré que les critères de Vittel étaient une cause de surtriage, le surtriage étant ensuite une cause d'augmentation des coûts, avec des contraintes géographiques, une surpopulation dans les trauma centers de type 1, comme ce qu'il y a à Percy, et des contraintes géographiques du fait qu'on déplace des patients d'un endroit A à un endroit B avec des bornes énormes entre les deux. Et donc, ça c'est l'étude de Cassignol, où ils ont essayé de déterminer sur les 5 items qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le patient, le traumatisme, la cinétique, les variables physiologiques et les traitements mis en place en hospitalier, lesquels avaient le plus d'impact sur la prise en charge des patients polytraumatisés. Et ils ont déterminé que globalement c'était les variables physiologiques et les thérapeutiques mis en place en pré-hospitalier. Globalement, le traumatisme, la cinétique n'étaient pas des valeurs, des critères importants pour définir la gravité de ce patient-là. Et juste en prenant les variables physiologiques et globalement les traitements qu'on met en pré-hospitalier, ça pouvait être simplement suffisant. Donc ça c'est le score ISS qu'on a vu tout à l'heure, qui est un score anatomique qui permet de décrire les patients selon mineur, modéré, moyen, fort, très fort, très fort. Là. Et donc ça c'est l'étude d'ABAC qui a été basée sur 22 000 patients, qui a été réalisée entre 2002 et 2011, où en gros la question, l'intitulé de l'article, c'est de savoir si l'ISS est un outil approprié pour estimer le sous-triage, le sur-triage. Et ils ont pris les patients qui avaient un score ISS inférieur à 15, au-dessus de 15, c'est des patients qui sont considérés comme traumatisés graves. Et là, ils ont pris simplement les patients qui avaient un ISS inférieur à 15 et ils ont déterminé avec savoir s'ils mouraient, s'ils faisaient des arrêts cardiaques, s'ils faisaient des chocs hémorragiques, s'il y avait des intubations. Et ils se sont rendus compte que les patients qui étaient triés en préhospitalier et des chocages, et qui avaient un ISS inférieur à 15, étaient également en proie à décéder, malgré une médiane d'ISS qui était aux alentours de 10, donc qui était considérée comme pas grave, mais ils pouvaient quand même mourir. Il y en avait 8 qui avaient un choc hémorragique avec une médiane à 9 d'ISS, et il y en a 117, qui fait quand même pas mal, qui ont bénéficié d'une intubation orotrachéenne. Donc l'autre partie, c'est comment améliorer l'orientation d'un patient polytraumatisé, étant donné que les critères de Vittel, on vient de le voir, restent quelque chose qui restera dans les dogmes de médecine d'urgence, mais c'est de savoir comment on peut améliorer ces prises en charge pour améliorer les patients et être et donc ça, c'est l'étude de la prononciation, où il détermine simplement avec l'index de choc que vous devez connaître, qui est la fréquence cardiaque maximale sur la pression artérielle systolique minimale, qui est un score de prédiction du choc hémorragique et qui est un bon indicateur de savoir si on transfuse les gens. Ça reste des signes indirects pour estimer la gravité. Cependant, quand on regarde juste ce score-là, on regarde que les taux de mortalité sont quand même corrélés à l'index choc et que les transfusions qui ont été réalisées sont corrélées également au choc hémorragique. Ensuite, on a une étude issue de la trauma-base qui s'appelle Alert Red Flag, où ils ont essayé de déterminer un ensemble de symptômes cliniques et de biologie avec les MOCUO pour déterminer s'il y avait des critères qui étaient plus importants que d'autres. Comme on a vu tout à l'heure sur le score de Vittel, où ils énoncent que 1 litre de remplissage, normalement c'est la gravité, l'usage de catécholamine c'est la gravité. Et donc là, ils ont fait une combinaison de plusieurs critères préhospitaliers pour savoir lesquels devaient être orientés vers un trauma center et d'autres pas.
Et sur cette étude, donc c'est une étude de 2011 à 2015, donc il y avait 3000 patients qui ont été inclus sur l'ensemble de la thrombase. Donc il y avait 415 chocs hémorragiques et 2500 patients qui n'avaient pas de choc hémorragique. Et ils ont déterminé sur les courbes qu'on voit dans la suite ici que simplement 2 des 5 critères que je vais vous évoquer suffisent pour évoquer la gravité d'un patient. L'index choc supérieur à 1, une fracture pelvienne qui est instable, ça peut se corréler à la ceinture pelvienne dans les critères de Vittel. Une intubation, donc ça c'est pareil, ça coïncide, une hémoglobine préhospitalière inférieure à 13 et une pression artérielle moyenne inférieure à 70 mm de mercure. Donc ça c'est le tableau de corrélation entre les différents critères avec l'index choc, le pelvis et la fracture du pelvis qui est instable, l'hémoglobine, l'intubation retrachéale, le protéine, et la pression artérielle nasale. J'ai évoqué que simplement deux critères sur les 5 étaient nécessaires pour définir la gravité d'un patient, et un point de vue simplement sur le choc hémorragique. Donc là, on peut remarquer que l'air sous la courbe coïncide, et quand on regarde les sensibilités et spécificités, c'est pareil, c'est plutôt raisonnable. Donc pour utiliser ce score, un peu hospitalier, pourquoi pas. Après, ça reste dans le critère du choc hémorragique. Après, pour améliorer le triage, il y a une étude de Stanko où c'est le fait d'essayer d'informatiser le triage. Donc ça, c'est une étude qui a été faite à Nashville, aux États-Unis. Et le but, c'est d'améliorer la qualité en diminuant les erreurs de triage. C'était basé sur des données cliniques de patients. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en abscisse, vous avez les jours, donc de 0 à 42, et en ordonnée, pardon, le taux d'erreur de triage, que ce soit du sur- ou du sous-triage. Sur les 14 premiers jours, ils ont fait comme si de rien n'était, donc ils ont continué à trier, comme ils faisaient d'habitude, et sur cette période-là de 14 jours, il y avait 189 patients. Ensuite, ils ont développé l'outil web, qui est en gros une application sur leur téléphone, où après, c'est l'application qui déterminait dans quel centre ils pouvaient aller. Et donc là, on voit déjà qu'il y a une réduction des erreurs de triage, et ensuite, sur les 14 jours d'après, donc du 28 jusqu'au environ 42e jour, ils ont écarté les brûlures inférieures à 10%, car considérées comme non graves, et sans forcément aller dans un centre de référence. Et donc sur cette étude-là, ils ont montré qu'en informatisant le triage uniquement avec une application, on pouvait réduire de 50% les erreurs de triage, que ce soit du sous- ou du sur-triage. Donc ça serait une évolution dans l'avenir. Ensuite, pour rester sur l'informatisation, la communication vidéo, ça c'est globalement c'est ce qu'on fait actuellement dans certains centres, en tout cas à Rouen on en fait. La télémédecine également pour partager les ECG avec les cardiologues, on se retrouve embêté sur un ECG en hospitalier. Mais là, ce qui est en train d'émerger dans la littérature, c'est l'intelligence artificielle avec les machines de e-learning. Donc ça, c'est une étude dans l'Ontario, au Canada, avec 550 000 patients qui étaient classés en fonction de leur échelle de triage à eux, qui s'appelle le CTAS. Pardon. Et en gros, il y a 5 sous-groupes dans le CTAS. Il y a le 1, globalement, c'est le patient qui va en réanimation, et 5, c'est le patient qui n'est pas urgent. Ils ont pris uniquement des patients qui étaient CTAS 2. Donc, au niveau des critères donc CTAS 2, on a le traumatisme grave de n'importe quel système, un traumatisme crânien avec un Glasgow inférieur à 10, et des brûlures de plus de 25%, des tachycardies et des hypotensions. Et ils ont pris beaucoup de données démographiques, donc, comme l'âge, le sexe, les comorbidités, le fait que le patient habite dans une zone rurale ou urbaine, avec comme cut-off au nombre d'habitants environ 10 000. Et ils ont déterminé sur l'ensemble des variables qu'ils avaient pris,
que les patients de 65 ans étaient des groupes plus à risque, que les patients qui sont entre 40 et 64 ans globalement sont un peu moins à risque. Donc les patients présentant des pathologies avec comme motif d'entrée aux urgences des défaillances respiratoires étaient également importants. Donc ça c'est pareil sur la machine de e-learning. En fait ils ont fait 4 algorithmes différents. Une régression logistique que vous pouvez voir sur notre gauche, par exemple. Et ils l'ont comparé à l'échelle de Breyer, donc ce que vous voyez Breyer Scale. Breyer Scale, en gros, ça mesure l'exactitude des prédictions statistiques. Et sur l'ensemble des 4 algorithmes qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que globalement c'était assez similaire et que c'était plutôt en relation avec la vraie vie, donc que c'était des choses qui étaient plutôt fiables. Et donc les facteurs prédictifs d'hospitalisation sur l'ensemble des critères démographiques que je vous ai évoqués avant, ce qui ressort principalement, c'est l'âge supérieur à 65 ans, les patients qui sont institutionnalisés, les patients qui présentent des pathologies respiratoires, qui ont des soins à domicile, et les comorbidités, comme on a vu dans l'étude d'avant aux USA, les comorbidités comme par exemple le diabète ou l'hypertension artérielle. En conclusion, le triage est quelque chose d'historique, puisqu'on a vu que c'était le docteur Percy qui l'avait initié. Et plusieurs systèmes existent, qu'il n'y a pas forcément un système qui est mieux que l'autre, ça dépend vraiment de la situation clinique dans laquelle on se retrouve. Il y a de nombreux systèmes d'amélioration et que l'intelligence artificielle, globalement, ça correspond à ce qui pourrait se faire dans l'avenir.